Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec Edenred, le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises et des collectivités. Cette webconférence est consacrée aujourd'hui à la rémunération des agents territoriaux, un sujet d'actualité au moment où le gouvernement a décidé de mettre, ou plutôt de remettre d'ailleurs, au goût du jour la rémunération au mérite dans la fonction publique, ce qui ouvre à nouveau le débat de la performance de l'action publique. La PFR, puis le RIFSEP allaient et vont déjà dans ce sens, mais a-t-on vraiment pris le temps de définir exactement ce que sont le mérite ou la performance et les éléments pris en compte dans leurs mesures? Car au-delà de l'efficacité et de la qualité du service, l'action publique repose aussi sur des principes difficilement palpables: continuité du service, libre accès aux prestations, neutralité garantissant l'égalité de traitement des citoyens. C'est pourquoi certains préconisent la récompense de la performance collective plutôt qu'individuelle, plus proche de l'ADN de la fonction publique, ce qui justifie le titre de cette webconférence. Bref, ce débat sur la rémunération amène de nombreuses questions. Je vous en propose quelques-unes en attendant les vôtres. Comment concilier une volonté de promouvoir les modes de travail collaboratifs et la performance individuelle ou le mérite? Quelles conséquences directes ce contexte et ces nouvelles attentes ont-ils sur la manière de gérer les ressources humaines dans des collectivités locales où la GPEC est encore parfois balbutiante? Quelles craintes et quels espoirs pour les agents dans un contexte de disparité, mais aussi de quel retour disposons-nous sur le terrain et quelles leçons en tirer? Avec nos deux intervenants, nous allons pouvoir revisiter les dispositifs mis en place ces dernières années, les difficultés rencontrées dans leur application et leurs limites. Nous allons aussi explorer les possibilités de rémunération non statutaire existantes et analyser, décrypter la réalité du terrain, les difficultés rencontrées et les réponses apportées. Donc à la fois de l'expertise et de la pratique avec deux intervenants que je m'empresse de vous présenter dans l'ordre de leur prise de parole. Jean-Robert Massimi, vous êtes directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le Conseil SUP. Vous avez été auparavant conseiller au cabinet du ministre de la fonction publique, à l'époque c'était François Sauvadet, et conseiller du chef de la mission de facilitation d'accès aux trois fonctions publiques. Une longue carrière au CNFPT. Vous avez occupé de nombreuses fonctions, parmi lesquelles le directeur de cabinet du président de l'époque, qui était André Rossino, directeur général et chef de l'inspection générale. Et vous êtes par ailleurs administrateur territorial et intervenez souvent à l'ENA et à la Sorbonne. Patrice Agilot, après 7 années dans les services juridiques de grandes entreprises, vous intégrez la fonction publique territoriale et passez tous les concours de la filière administrative, adjoint administratif, rédacteur, attaché en 2017, et vous présentez avec succès le Principalat en 2017. Vous êtes actuellement DGS d'une commune, la commune de Saint-Arnoux en Yvelines, dans le sud des Yvelines. Vous avez débuté votre carrière professionnelle dans une petite commune, donc vous étiez secrétaire de mairie. Vous évoquez ça comme un métier où l'on acquiert une vision exhaustive des différentes facettes du métier. Je dirais plus brièvement que vous étiez un couteau suisse, puisque c'est un peu ça. Et puis ensuite, 10 années dans une autre commune où vous avez fondé un syndicat intercommunal qui est passé de 2 à 18 compétences en quelques années. Et vous avez, ce qui est important, en septembre 2016, créé une amicale avec plusieurs collègues de DGS et de secrétaires de mairie dans le sud des Yvelines. Et vos travaux, notamment sur le RIFSEP, ont largement été mutualisés et enrichis dans ce cadre, et vous nous en ferez, d'une certaine manière, profiter. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre à l'issue de leur présentation ou pendant leur présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de vous passer la parole, en commençant par vous, Jean-Robert Massimi, qui allez nous aider dans un premier temps à planter le décor, si j'ose dire, de la gestion RH des collectivités, avant d'évoquer plus directement les divers éléments de la rémunération elle-même. Alors, Jean-Robert. Merci. Moi, je suis très heureux d'être une nouvelle fois dans cette belle conférence. Premier point sur les enjeux de la rémunération dans les collectivités. En fait, il faut les mettre en parallèle avec les évolutions très nombreuses depuis plusieurs années et qui posent au fond directement la question de l'attractivité des territoires. Je crois que le premier sujet, c'est l'attractivité. Alors évidemment,
Les employeurs peuvent la lire de deux manières, l'attractivité, à la fois comme attractivité pour les entreprises ou autres, mais il y a de plus en plus un enjeu d'attractivité pour les agents, c'est-à-dire pour les recrutements. Pour les recrutements, si on veut une qualité de service public, et même au-delà de la qualité, une inventivité des services publics, il faut, j'allais dire, une qualité de recrutement, et cette qualité se base effectivement sur l'attractivité. Alors, l'attractivité des rémunérations est évidemment la plus importante, même si dans rémunération, on peut faire intervenir des rémunérations annexes ou toute une série d'avantages. C'est un des sujets actuels si on veut, j'allais dire, valoriser la qualité des collectivités. Or, on sait en même temps qu'il y a une inégalité entre les collectivités, inégalité de richesse, inégalité de moyens et inégalité d'investissement dans la gestion des ressources humaines. Et vous le savez très bien, on est entré depuis plusieurs années dans une logique de budget contraint. Budget contraint d'une part parce que la pression fiscale doit être maintenue et ne doit pas être libérée, et d'autre part la baisse de la DGF, etc. Toute une série de sujets qui évidemment font que la masse salariale est devenue de plus en plus la variable d'ajustement des dépenses publiques, et en plus beaucoup de médias et beaucoup d'officines célèbres se sont faites l'écho du coût de la fonction publique et notamment de la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire bashing. Le fonctionnaire bashing, comme on le dit en très bon français. Troisième point qui est, je crois, important et qui a, j'allais dire, mis en question l'organisation territoriale, c'est évidemment toutes les restructurations issues des lois MAPTAM et NOTRe, entre autres, mais en fait de toute l'intervention au fond de l'intercommunalité qui, depuis la loi Chevènement de 1999, fait bouger les choses. Et cette réorganisation territoriale à la fois perturbe les agents, mais oblige aussi les employeurs à restructurer, avec évidemment très vite la perception qu'entre collectivités qui adhèrent à une même structure intercommunale, il y a des différences de rémunération, il y a des différences de traitement, aussi bien sur les régimes indemnitaires que sur la protection sociale ou autre. Donc, j'allais dire, cette inégalité qui a toujours existé entre les collectivités, elle est d'autant plus visible que ces collectivités sont obligées désormais de travailler ensemble. Et notamment, on le voit dans beaucoup de mutualisations, aussi bien en intercommunalité qu'entre régions. Cela crée des tensions, et cela perçu par les employeurs comme éventuellement un facteur de dépenses accrues, puisqu'en général, on se base sur les avantages maximum. Il est vrai que les questions humaines ont souvent été oubliées dans les mutualisations et les fusions. Voilà. Et en général, les syndicats soulignent fortement qu'effectivement, dans ces mutualisations, il ne faut pas seulement avoir l'œil gestionnaire, mais l'œil humain, et c'est évidemment un sujet qui ne peut s'apprécier que dans le temps. D'ailleurs, quand certains disent qu'effectivement les mutualisations font faire des économies, ce n'est valable au fond qu'au bout de 5 ans, voire 10 ans. Autre sujet qui évidemment participe du débat sur les rémunérations, la prise de conscience que de plus en plus il y a des métiers en tension, parce qu'on a du mal à les trouver. Je pense à la filière médicale ou à la filière technique ou aux métiers liés à l'informatique. Et ces métiers en tension font qu'effectivement, le jeu doit se faire sur la rémunération si on veut pouvoir attirer des personnes de qualité ou des personnes compétentes, ce qui fait que d'ailleurs, il y a des secteurs entiers où maintenant il n'y a pratiquement plus que des contractuels, parce que les salaires de la fonction publique ne suffisent pas, et que d'autre part, il n'y a plus de
comment dirais-je, il n'y a plus de concours dans certains métiers. Je pense au concours de médecin territorial, ça pose un vrai problème. Donc, sans parler évidemment des régions qui ne sont pas attractives. Il y a des régions où effectivement un cadre a moins de raisons d'aller parce que cette région est en état de désertification. Donc, j'allais dire, la rémunération et les questions d'aménagement du territoire sont en fait liées. Dernier point, et c'est important, je pense, les enjeux démographiques. Actuellement, on a tendance à dire, et on le dit souvent, et comme je disais tout à l'heure, beaucoup de médias s'en font l'écho, on a tendance à dire qu'il y a trop de fonctionnaires, que ces fonctionnaires sont trop nombreux, mal organisés. On oublie de dire que dans quelques années, ça risque d'être l'inverse. On le voit sur certains concours déjà, il y a moins de candidats qu'à une certaine époque. Et on le voit, comme je le disais tout à l'heure, sur certains métiers. Il se peut que dans quelques années, on se pose le problème du manque de fonctionnaires ou de manque de compétences du fait d'un non-renouvellement après les départs à la retraite. Et ça, je pense qu'il faut l'anticiper et que dans les stratégies d'attractivité dont la rémunération fait évidemment partie, il faudra y penser. Et j'allais dire, s'il y a moins de fonctionnaires, il faudra bien à un moment, si on veut les garder, si, mettons, l'emploi reprenait dans le secteur privé, trouver des moyens d'attractivité renforcés. Voilà un peu sur le contexte qui est à la fois donc économique, institutionnel, sociologique et démographique de la rémunération. Et j'allais dire, un employeur qui réfléchit de manière un peu stratégique sur la rémunération devrait intégrer l'ensemble de ces données, y compris évidemment sa situation financière particulière. Deux ou trois remarques par rapport à cette première partie. Vous évoquiez les restructurations territoriales. C'est vrai qu'entre la création des métropoles, des communes nouvelles, la fin du cumul des mandats, la parité, la réduction du nombre de régions, le renforcement de l'intercommunalité, tout ça, ça a un impact énorme sur des conséquences sur les organisations et donc sur les agents. Est-ce que vous, avec votre rôle de directeur du Conseil Sup, comme certaines personnes, vous pensez au fait qu'il y a peut-être aussi le temps de faire une pause aussi pour digérer dans toutes ces réformes? Alors, ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'entre la loi de la Hortefeux de 2010 et les dernières lois MAPTAM et NOTRe, en 5 ans, il y a eu sans arrêt des réformes qui, à la fois, allaient dans le même sens, mais avec des mesures techniques différentes. Et c'est vrai que aussi bien les employeurs que les agents, et on l'entend de la part des syndicats, se sont vus sans arrêt, j'allais dire, mobilisés sur le sujet. Et c'est vrai que apparemment, l'actuel gouvernement ne semble plus vouloir faire de réforme territoriale. Je pense que c'est bon en termes de gestion. Si on peut enfin terminer une réforme en termes d'application, ça sera déjà pas mal. Déjà achever le RIFSEP, par exemple. Achever le RIFSEP, qui a à peine commencé. Dont on parlera tout à l'heure. Deuxième point, plus sur la rémunération, ses composantes et ses annexes. Je relisais le baromètre Edenred Ipsos sur le bien-être au travail et la motivation des agents. Et on voit bien que le besoin de reconnaissance des agents, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, est une de leurs premières préoccupations. Cette reconnaissance, elle passe effectivement par la rémunération, même si, et les prestations annexes, même si ça n'est pas que ça. Mais avant de se poser la question justement des problèmes liés à cette rémunération, c'est pas inutile de savoir de quoi elle se compose, cette rémunération. Alors, si chacun parle de la même chose. Oui, la rémunération, au fond, dans la fonction publique, c'est assez compliqué. Et on critique souvent les bulletins de paye du privé qui ont un grand nombre de lignes. Je pense que dans la fonction publique, c'est pas mieux. Alors, il y a la base, et ce qui est d'une certaine manière le moins souple, qui est le régime, le traitement indiciaire, et qui évidemment là est calculé avec la célèbre valeur du point d'indice qui est calculée sur son grade, l'ancienneté dans ce grade, etc., etc. Et donc le traitement indiciaire, c'est ce sur quoi au fond l'employeur a le moins de prise. Mais c'est ce qui normalement, j'allais dire, est en quelque sorte le pilier de la rémunération. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un agent public est mobile, puisque quelle que soit la collectivité où il va aller, et même si
change de fonction publique, il y a cette base universelle. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ont critiqué le gouvernement quand des annonces ont été faites en ce qui concerne la décorrélation du point d'indice, puisque normalement, si on décorrèle le point d'indice, j'allais dire, chaque employeur pourra à terme être libre de décider de la rémunération indiciaire de ses agents. Alors ça, c'est la base, mais à la limite, c'est ce sur quoi l'employeur a le moins de prise. Après, il y a le régime indemnitaire, alors le célèbre RIFSEP dont on va beaucoup parler, et donc je n'y attarde pas tout de suite. Juste un mot peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas qui sont peut-être intéressés par la fonction publique territoriale et qui ne connaissent pas le sens du mot RIFSEP. Donc c'est régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, et de l'engagement et de l'expertise professionnelle. Voilà. C'est bien de le dire parce qu'en fait, à force d'employer des acronymes, on oublie totalement le sens. Ensuite, alors, il y a toute une série d'autres rémunérations ou avantages qui sont très importants et qui, eux, j'allais dire, font partie véritablement de l'attractivité parce qu'ils sont au libre choix de la collectivité, sachant d'ailleurs qu'il y a des collectivités qui n'ont pas de régime indemnitaire pour toute une catégorie de gens. Le régime indemnitaire, par définition, n'est pas obligatoire. Il ne faut pas l'oublier. Alors, pour un certain nombre d'agents qui sont plafonnés, je ne rentre pas dans le détail, il y a ce qu'on appelle la garantie individuelle du pouvoir d'achat. C'est pour donc certains agents qui, j'allais dire, ne peuvent plus avancer en indice et donc régulièrement, on leur verse une sorte d'indemnité qui est cette garantie individuelle. Ensuite, il y a toute une série d'éléments comme le supplément familial de traitement, bon, j'y insiste pas. Et enfin, il y a toute une série de quelques éléments, pas toute une série, ils ne sont pas énormes, qui sont en fait du choix de la collectivité. Je parle d'abord de l'action sociale, qui est très importante, qui peut vraiment faire la différence. Il y a des collectivités qui ont un investissement, un choix politique et social. D'ailleurs, on s'aperçoit d'ailleurs que les collectivités sont souvent en retard sur le privé. Il y a aussi la protection sociale complémentaire, où les collectivités peuvent librement investir ou ne pas investir, ou investir très peu ou beaucoup. Et il y a actuellement des réflexions pour obliger les collectivités à participer avec un socle minimum. Il y a évidemment, alors ça varie selon les régions, selon les contextes, la prise en charge des frais de transport. Dans la région parisienne, c'est assez important. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité, oui. Quand transport il y a, évidemment. Alors, il y a tout un tas d'avantages annexes qui, après, vont dépendre aussi précisément des fonctions. Je pense au logement de fonction, aux voitures de fonction, aux voitures de service. Là, c'est très varié, mais ça peut être aussi lié, il ne faut pas le mettre uniquement dans la colonne avantages, ça peut être aussi lié à des astreintes ou à des suggestions, ce qui fait que l'appartement de fonction peut être, j'allais dire, lié à des missions, à des temps de travail très, très variés. D'ailleurs, à ce propos, dans les avantages, il y a aussi le temps de travail, ou les non-avantages. Il y a le temps de travail, il y a eu des débats depuis quelques années sur justement le fait que certaines collectivités, par les lois Aubry, avaient la possibilité de garder un temps de travail inférieur à la norme légale, inférieur aux 35 heures, et beaucoup de collectivités tentent peu à peu de réatteindre les 35 heures, alors, par la négociation sociale, par d'autres moyens, mais j'allais dire, ce temps de travail qui au fond est un avantage social est en train d'être révisé et c'est important. Enfin, c'est significatif puisque seules les collectivités locales avaient cet avantage par rapport aux autres fonctions publiques. Enfin, évidemment, dans les rémunérations, il faut prendre en compte les différences qui sont peut-être moins grandes qu'on pourrait le croire entre titulaires et contractuels, mais ça c'est tout
tout à fait un autre sujet. Voilà, j'ai fait un tour assez rapide parce qu'effectivement, hormis le traitement indiciaire, qui est là, qui est, j'allais dire, d'une certaine manière universel, après, c'est vraiment des choix de collectivités. Et en fait, les collectivités peuvent avoir une stratégie de ressources humaines et d'attractivité plus ou moins grande de certains types d'agents en fonction des choix qu'elles font sur le régime indemnitaire et sur d'autres avantages qu'elles peuvent donner, notamment, je pense à la protection sociale complémentaire qui est très importante dans les collectivités où il y a beaucoup d'agents de catégorie C et donc avec des revenus assez inférieurs aux autres fonctions publiques. Voilà ce que je peux dire globalement sur le régime, sur la rémunération et ses composantes. Alors, avant de passer à la dernière partie de votre intervention, qui sera plus directement une réponse à la question qui nous était posée, parce que là, on plantait le décor, une question qui est posée à nos internautes. Dans votre métier, peut-on mesurer le mérite? Question à laquelle vous répondez par oui ou par non, et nous proposerons à nos intervenants l'analyse de vos réponses quand nous les aurons, puisque c'est une question que d'une certaine manière vous allez évoquer dans la suite de votre intervention, puisque là on va rentrer plus dans ce que vous avez appelé les problèmes actuels de la rémunération. C'est vrai que sans vouloir utiliser un vocabulaire, disons, pugilistique, on a parlé de la beauté du sport et il y a la réalité du ring, si je puis dire. De quelle performance on parle, comment l'évaluer, quid du dialogue social, est-ce que les collectivités sont équipées d'ailleurs pour passer cette étape avec une GPEC que je qualifiais tout à l'heure de balbutiance. Vos propos nous intéressent grandement. Alors, sur les problèmes actuels de la rémunération, il y a déjà un élément de contexte essentiellement pour les fonctionnaires et qui a justifié d'ailleurs il y a 2-3 ans la mise en place du dispositif de révision des grilles parcours professionnel, carrière et rémunération, PPCR. Il y a un premier constat qui a été fait il y a plusieurs années maintenant et qui n'a que partiellement été traité, qui est le tassement des grilles, c'est-à-dire le tassement des grilles indiciaires, ce qui fait que avec l'allongement des carrières, on a de moins en moins, j'allais dire, de perspectives de carrière intéressantes, et que donc ce tassement des grilles doit être compensé d'une autre manière, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas donner dans le régime dans le traitement indiciaire, il faut pouvoir le donner ailleurs. Avec d'ailleurs le débat qui a eu lieu et qui n'est pas fini, hein, que les syndicats, j'allais dire, réclament toujours une intégration partielle, évidemment, complète pour certains, une intégration du régime indemnitaire dans la prise en compte de la retraite. Parce que le problème, c'est que les retraites, contrairement au secteur privé, ne sont calculées que sur le traitement indiciaire. Or, dans beaucoup de fonctions, le régime indemnitaire prend une place très importante. Et donc, il y a eu ce débat à propos de PPCR avec ce qu'on appelait le transfert prime-point, de pouvoir transférer certains éléments de la prime en régime indiciaire, en indiciaire, mais évidemment, ce n'est que partiel. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, les syndicats, à nouveau, ont mis cette revendication sur la table, faire que les retraites de la fonction publique intègrent la totalité de la rémunération, c'est-à-dire le traitement indiciaire et le régime indemnitaire. Donc ça, c'est un premier point. En fait, on joue à la marge parce que la base est bloquée. Je pense qu'il faut en tenir compte, même si peut-être tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet, mais le système de carrière est beaucoup plus bloqué qu'à une époque pour des raisons démographiques. Alors, ça peut ne pas durer, mais pour l'instant, c'est le fait. Les mots et les réalités... Alors, par rapport justement à la question qui a été posée, puisque le mot mérite fait partie des mots que vous avez évoqués, sur la question de savoir si nos auditeurs avaient une fonction qui pouvait être rémunérée au mérite, enfin, reconnue au mérite, la réponse est 74% oui et 26% non. Je pense qu'effectivement,
Ça fait partie d'ailleurs j'allais dire, de la qualité de la GRH de pouvoir identifier objectivement le mérite, quelles que soient les fonctions, quelle que soit même, j'allais dire, l'abstraction des fonctions. Tout le monde doit pouvoir rendre compte, alors, comme toute collectivité doit pouvoir rendre compte de ses activités, tout le monde, tout agent, quelles que soient ses fonctions, doit pouvoir rendre compte et son employeur doit pouvoir analyser objectivement les services qu'il rend. Et, entre guillemets, la valeur ajoutée, parce qu'effectivement, la notion de mérite, et là, il y a des débats qui ne sont pas seulement sémantiques, qui sont aussi idéologiques, entre mérite, performance, etc. Alors, on verra tout à l'heure avec Patricia Ladioc qu'il y a une des difficultés, c'est l'évaluation aussi et la définition des objectifs, qui est un véritable sujet. Parce que j'allais dire, un spécialiste me disait un jour que l'incompétence, elle est facile à voir, mais la compétence est plus difficile à mesurer. Quelqu'un d'incompétent, on le repère assez rapidement. Quelqu'un de compétent, s'il y en a plusieurs, finalement, c'est assez difficile à noter. Donc, mais quoi qu'il en soit, je pense que toute fonction, si évidemment il y a eu les prérequis en matière de GRH et de gestion prévisionnelle, de fiches de poste, etc., tout poste, tout métier, toute fonction, toute mission doit pouvoir être objectivée. Alors, pas de manière optimale, mais doit pouvoir être objectivée. Il n'y a pas de fonction totalement abstraite. Donc, les réalités. Alors, les réalités, c'est qu'effectivement, la première réalité, c'est que cet objectif d'objectivation, excusez-moi, je ne suis pas très varié dans ma terminologie, mais est difficile parce que justement les prérequis n'ont pas été fabriqués. C'est-à-dire que la GRH prend d'emblée les problèmes de mérite ou autre, alors qu'il aurait fallu avant constituer tout ce qui permet de noter objectivement, d'évaluer objectivement quelqu'un, et il fallait une fiche de poste, il fallait que tous les ans le supérieur hiérarchique fixe les objectifs, etc. L'objectivation, elle ne peut pas se faire au moment M où on note où on évalue la personne. Elle doit s'inscrire dans un processus. Et ce processus est à la fois individuel pour connaître les efforts ou pas efforts qu'a fait l'agent, mais elle doit être collective parce qu'évidemment, sur telle ou telle mission, personne n'est unique, sauf exception. Et donc, ça doit se mesurer par rapport au service ou par rapport à d'autres services qui ont des fonctions individuelles. Et en fait, le conflit, il est connu, l'analyse des syndicats aussi, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de mal à objectiver. Et on a beaucoup de mal à objectiver, non pas parce que ce n'est pas objectivable, mais qu'on n'a pas créé les conditions techniques de l'objectivation, les outils de l'objectivation. Hein. Sur l'individualisation. Non, voilà. Sur l'individualisation de la rémunération, vous posez la question du niveau de cette individualisation. Alors, il est évident qu'elle est, j'allais dire, le niveau est partiel. Et on ne peut pas imaginer, mais j'allais dire, on peut le calculer à plusieurs niveaux, à l'intérieur du service, à l'intérieur de la collectivité. Là, c'est vrai qu'on rentre dans un terrain complexe parce qu'une collectivité qui a 50 agents ne peut pas avoir la même analyse qu'une collectivité qui a 2000 agents ou qu'une très grosse, je ne sais pas moi, la métropole de Lyon a certainement une logique d'évaluation très particulière. Et c'est là où on voit que le métier de GRH est lui-même très individualisé maintenant, parce que effectivement, la plupart des collectivités sont notamment les intercommunautés, sont constituées d'agents ayant des origines différentes, et il faut construire une évaluation objective sur ce système. C'est un très gros travail. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas tout de suite, j'allais dire, imposer une logique de mérite. Ça doit se construire, à mon avis. Sur la décorrélation du point d'indice.
Alors, sur la décorrélation du point d'indice, là, je révèle des secrets qui sont publics, mais officiellement ou officieusement, le gouvernement a dit qu'il abandonnait cette logique parce qu'effectivement, au-delà enfin, de la complexité de la mise en œuvre de cette mesure, ça entraînerait évidemment des inégalités entre les fonctions publiques. Ça poserait des problèmes de mobilité, c'est-à-dire que passer d'une fonction publique à l'autre, si la valeur du point d'indice n'est plus la même, ça nous permettrait plus difficilement les mobilités. Et d'autre part, sur quels critères telle fonction publique déciderait de garder la valeur actuelle ou de valoriser le point d'indice, sur quels critères, ça nécessiterait des analyses ou autres, des analyses, j'allais dire, et techniques, et démographiques, et financières, que pour l'instant, la fonction publique territoriale n'a pas. Et donc, je pense que le point d'indice unique, c'est aussi le verrou qui tient les trois fonctions publiques en, j'allais dire, en une certaine cohérence, malgré des différences. Et d'ailleurs, j'ai vu que récemment, enfin, il y a quelques mois, le président de la République lui-même ne parlait plus de décorrélation du point d'indice, mais de gestion différenciée, ce qui est une nuance qui est importante et qui finalement permet à chaque fonction publique d'avoir un certain nombre de critères propres, ce qui existait déjà du fait de trois versants de la fonction publique. La place du dialogue social, est-ce qu'elle va évoluer? Elle va être plus importante? Normalement, elle devrait être plus importante, mais justement, plus importante comme ce que je disais tout de suite, il faudrait introduire le dialogue social très en amont, c'est-à-dire dans la définition des critères, etc., pour qu'au moment de l'évaluation et d'une définition plus ou moins importante du mérite, tous les partenaires, employeurs et partenaires sociaux, employeurs et syndicats soient d'accord. En fait, il y a souvent des conflits ou des tensions parce qu'on n'a pas, j'allais dire, défini en amont et on n'a pas organisé le dialogue social sur toute la chaîne de l'évaluation. L'important, c'est que l'évaluation, c'est tout un dispositif, ce n'est pas un moment unique. C'est pas au moment du conflit. C'est pas au moment du conflit. En général, il y a conflit parce qu'on n'a pas anticipé le conflit. Je ne fais pas évidemment allusion à ce qui se passe aujourd'hui. Et un dernier point donc, sur le développement de la GPEC qu'on évoquait tout à l'heure et la mobilité. Alors, sur la GPEC, en fait, on a très peu de remontée de ce qui se fait en GPEC. Toutes les collectivités disent qu'elles en ont, mais on s'aperçoit que quand il y a des problèmes, elles n'en ont pas. Il y aurait moins de métiers en tension et moins de filières problématiques si on avait fait de la GPEC. Alors, ça vient aussi du fait que la GPEC, d'une part, a été confiée aux centres de gestion, et qui ont une vision assez différente des choses. D'autre part, il est évident qu'on ne peut pas imaginer une gestion prévisionnelle sans le rôle de la formation, et donc le CNFPT est l'accompagnateur de la GPEC, pardon, et donc tout ça doit s'articuler, mais il est évident que sur les sujets, par exemple, de vieillissement, de maintien dans l'emploi, si on n'a pas de GPEC, comment dirais-je, bien pensé, on risque dans les collectivités d'avoir des difficultés. Alors, sur la mobilité, et GPEC et mobilité sont très liés, là aussi, ça nécessite d'anticiper, ça nécessite aussi de raisonner, ce qui ne se fait pas, à mon avis, assez dans les fonctions publiques, et particulièrement dans la fonction publique territoriale, ça nécessite de raisonner aussi par bassin d'emploi. Quand on sait que la fonction publique territoriale a grande majorité de catégories C, on n'imagine pas que la mobilité géographique soit très importante. Donc, il faut, ou en matière de GPEC, organiser la mobilité interne à la collectivité, ou tout au moins sur l'intercommunalité si elle existe, ou sur un bassin d'emploi, mais qui n'est pas forcément très grand. On n'imagine pas les catégories C bouger systématiquement sur la région. Et là, c'est un vrai travail de demain
qui pour l'instant n'a pas été vraiment pensé. Les logiques de maintien dans l'emploi du fait du vieillissement dans certains métiers qui cassent un peu les gens dans le social ou dans le technique, et qu'offre-t-on comme perspective après 45 ans à ces gens? C'est un vrai sujet sur lequel d'ailleurs tout le monde se penche actuellement, mais évidemment on dit que la mobilité est une solution, mais que pour qu'il y ait mobilité, il faut qu'il y ait d'autres postes ouverts. Or, comme toutes les fonctions publiques réduisent leur nombre de postes, à un moment, on ne peut pas imaginer une mobilité sans poste créé pour accueillir les salariés. Merci Jean-Robert Massimi. Il y a déjà un certain nombre de questions qui nous sont arrivées, mais on va vous passer la parole, Patricia Gillot. Je vous indique quand même sur quoi portent les questions, c'est-à-dire qu'en fait, elles évoquent certains points que vous avez évoqués, elles sont beaucoup sur les critères à prendre en compte, ce qui n'est pas surprenant, à la fois de les prendre individuellement ou collectivement, et surtout comment être équitable, que ce soit individuel ou de manière collective. Alors, Patricia Gillot, vous allez nous expliquer comment s'est passé, on parlait tout à l'heure de réalité du ring, on va être en plein dedans. On va être en plein dedans. Donc, comment ça s'est passé, la mise en place du RIFSEP dans votre commune, et puis les difficultés que vous avez rencontrées et les premiers retours? Alors, chez nous, la mise en place du RIFSEP s'est fait en 3 étapes. Une première étape qui a carrément précédé l'annonce même du RIFSEP, puisque lorsque M. le maire a pris ses fonctions en 2012, suite à un accident de parcours, dont-on dire, de la précédente municipalité, le régime indemnitaire était distribué presque sans critères, ce qui générait un certain nombre de mécontentements, vous vous en doutez, au sein de la collectivité. Et donc, on a créé un premier groupe de travail très spontanément pour déterminer ces critères d'attribution du régime indemnitaire. Ces travaux ont duré à peu près 6 mois et ont principalement abouti à la définition de critères portant sur la manière de servir. C'est vraiment ce qui est ressorti de la part de ce groupe de travail qui était essentiellement composé d'agents de la catégorie C et qui voulait vraiment qualifier la manière de servir par des critères objectifs, ce qui n'était pas simple. L'annonce du RIFSEP est arrivée par là-dessus, donc on a réorganisé un petit peu nos réflexions et nous avons commencé par mettre en place l'IFCE, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, uniquement examinée sur la cotation des postes. On a absolument écarté, par exemple, l'expérience qui nous paraissait trop individuelle au regard d'une cotation sur les postes et qui devait rester neutre, si j'ose dire. On a également, parallèlement à cela, une réflexion sur l'opportunité de faire varier le régime indemnitaire en fonction de l'absentéisme. On avait un certain nombre d'agents qui estimaient que lorsque certains de leurs collègues étaient absents, la charge de travail qui retombait sur eux n'était pas compensée, n'était pas valorisée, et on souhaitait qu'on réfléchisse là-dessus. Donc, ça s'est traduit par une mise en place de l'IFCE à compter du 1er janvier 2017, puis du CIA à compter du 1er janvier 2018 avec un certain nombre de groupes de travail. Les craintes et les espoirs de nos agents dans ce contexte de disparité étaient principalement, pour leurs craintes, celle de perdre une partie de leur rémunération. Bien évidemment, dès que vous parlez de mise en place d'un nouveau régime indemnitaire, tout le monde se dit quel va être le bas de ma fiche de paye, et il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Surtout à un moment de réflexion des ressources, où il peut y avoir un risque de déception. Voilà. Et en même temps, il y avait un très fort espoir, celui d'augmentation, enfin, gigantesque, qui a été déçu, bien évidemment. Oui, parce que souvent, quand on parle du RIFSEP, on a l'impression comment formuler ça, d'une grosse carrosserie avec un petit moteur. C'est à peu près ça. Si je peux me D'autant permettre. plus que la réalité de la collectivité, la réalité financière, c'est que depuis les réformes successives en matière financière, sur un budget de fonctionnement qui est compris entre 6 et 7 millions d'euros par an, on perd maintenant en vitesse de croisière depuis 2014 à peu près 1 million d'euros par an. On a la DGF qui chez nous est passée de 900 000 euros à 300 000 euros. Chez nous, le gel de la baisse des dotations de l'État se traduit encore par moins 50 000 euros chez nous cette année, c'est une réalité. On a eu l'augmentation du FPIC, on a eu l'amende des SRU puisque la commune de Saint-Arnaud a un profil particulier. Bref, c'est 1 million d'euros qui part dans la nature tous les ans. Je crois qu'en dehors de la partie SRU, il y a beaucoup de communes qui sont dans ce cas-là. Ah, mais on est tous dans ce cas-là. Saint-Arnaud ne fait pas exception. Et on avait un contexte de forte disparité du régime indemnitaire,
Si on compare avec ce qui se faisait avec l'IAT, nos agents du service administratif bénéficiaient d'une IAT qui était en moyenne équivalente à 6 points. Les agents du service technique avaient environ 2 points. Et dans le service scolaire et périscolaire, quand ils avaient un régime indemnitaire, il était en moyenne d'1 point. Donc autant vous dire qu'il y avait des attentes importantes. Compte tenu de la réalité financière dont je vous parlais, on est très vite tombé d'accord sur le fait qu'on était obligé de mettre en œuvre le RIFSEP à budget constant. Donc dès lors, il y avait deux solutions. Soit on faisait varier les uns au bénéfice des autres, mais il fallait que certains acceptent d'avoir une baisse de rémunération. Autant vous dire qu'on a rencontré peu d'enthousiasme. Ou alors, on partait sur une solution à long terme avec maintien de salaire tant que l'agent reste affecté sur le même poste et révision des rémunérations au fur et à mesure des mutations internes ou externes. On s'est orienté vers cette solution en termes de paix sociale, elle était quand même un petit peu plus facile à mettre en œuvre, même si on sait qu'on part pour de longues années. Et dorénavant, chez nous, le régime indemnitaire se décompose en 3 lignes sur notre fiche de paye. La première ligne, qui est celle qui correspond à l'IFSE, qui correspond à la cotation du poste. La seconde, pour le CIA, qui cette année correspond à 100% de la somme attribuable, puisqu'on a voulu rester toujours sur la même somme attribuée. Et enfin, une ligne maintien du régime indemnitaire antérieur, qui correspond à la différence entre le montant constaté au 31 décembre 2016 et l'addition de l'IFSE et du CIA à 100%. Donc chez nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CIA, de toute façon, ne pourra jamais correspondre à une valorisation, mais viendra toujours comme un malus. Et c'est ce qui est l'une des difficultés de ce qu'on a mis en œuvre. Et pour faire les choses à budget constant, on ne savait pas comment faire autrement. Conclusion de tout ça, nos agents sont donc rassurés sur le maintien de leur pouvoir d'achat, mais ils sont déçus de ne pas avoir la possibilité de bénéficier d'augmentation. Je vous interromps juste un instant parce qu'on va profiter du sujet pour poser une question à nos internautes sur savoir si dans leur collectivité, on a appelé ça votre employeur pour généraliser, votre employeur a-t-il mis en place le RIFSEP? De nous répondre par oui ou par non à cette question. Et on vous soumettra la réponse. Alors, pour en revenir à la partie critères qui intéresse manifestement beaucoup de monde, on a vraiment énormément travaillé dessus. Et en ce qui concerne l'IFSE, on a classiquement suivi les 3 grands groupes de critères qui étaient fixés par la circulaire. Le critère numéro 1 correspondait aux fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. On a dissocié 2 grands groupes, soit des personnes qui étaient en situation d'encadrement direct d'une équipe, qu'on a affecté d'un coefficient 1, soit des personnes qui étaient en situation d'encadrement de coordination. Pour les gens qui étaient dans des situations d'encadrement direct d'un service, on a considéré 3 critères, à savoir le nombre de personnes encadrées, la complexité des missions des personnes encadrées et la diversité des métiers, et une responsabilité de formation d'autrui, qui est souvent l'une des missions principales d'un encadrant. Pour les personnes qui étaient en encadrement de coordination, à qui on a affecté un coefficient 2, on a considéré là également 3 critères, la diversité des projets à piloter et leur complexité, le nombre des services à coordonner, qui peut varier significativement au sein d'une collectivité, et cette même responsabilité de formation d'autrui. À chaque fois, chaque critère a été coté de 0 à 4, soit 0 quand les gens ne sont pas du tout concernés, et 4 quand on est vraiment en pleine considération du critère. Et je vous dis, après, il y a des coefficients. Sur le critère numéro 2, qui était, d'après le décret, technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, on a, après débat, écarté l'expérience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces troupes individuelles comme critère, et on sortait d'une cotation des fiches de poste pour rentrer dans une cotation à l'individu et on sortait de la logique du dispositif. C'est pas très facile à évaluer. Hein, c'est en plus pas très facile à évaluer. Nous, on avait dans la collectivité l'exemple d'une personne qui, à l'époque, avait une formation de chimiste et qui était responsable de notre médiathèque. Comment valoriser sa formation et son expérience en tant que chimiste au service de la médiathèque en rentrant dans des considérations assez nébuleuses. Sur ce critère numéro 2, on a bien évidemment considéré les connaissances techniques. On a choisi également comme critère le temps d'adaptation pour être efficace dans son poste. On a choisi également le degré de difficulté. Est-ce qu'on est sur un poste qui requiert de l'exécution simple ou de l'interprétation directive, par exemple?
autonomie, initiative, diversité des tâches, degré de spécialisation et utilisation d'un logiciel ou d'un matériel spécifique. Voilà pour ce deuxième critère. Et sur le troisième critère, toujours en concertation avec les agents, ce qui est suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel, on a retenu des choses qui étaient vraiment très factuelles, la vigilance, le degré d'exposition au risque de maladie ou d'accident, que pour le coup, on a refusé d'évaluer sur la fourchette 0 à 4, et on a juste voulu considérer qu'on était sur un degré d'exposition ou pas. On n'a pas cherché à évaluer le degré d'exposition, sinon on serait rentré dans des considérations assez complexes. On a évalué la responsabilité de la sécurité d'autrui. Nos personnels dans les effectifs scolaires et périscolaires sont bien évidemment concernés. La responsabilité financière et administrative. Un régisseur, par exemple, se voit attribuer un certain nombre de points sur cet item spécifique. L'effort physique intense, l'attention morale, nerveuse ou mentale, par exemple des agents qui seraient assujettis à des publics difficiles. La confidentialité, l'amplitude de travail supérieure à la normale ou des horaires de nuit ou des horaires décalés, la disponibilité sans astreinte et le travail à l'extérieur. Voilà un petit peu dans la commune de Saint-Arnoult les critères que nous avons appliqués exclusivement aux fiches de poste. On ne les applique pas à l'individu. Je précise pour ceux qui nous écoutent que c'est la présentation de ces critères sous forme de tableau seront dans un document qui sera disponible dans un livre blanc avec la vidéo ensuite. Avec plaisir. Donc, on calcule, on attribue, on a réuni un comité avec les chefs de service et on a collectivement évalué les postes pour éviter qu'il y ait encore un petit peu de notion trop individuelle. Chaque poste s'est vu attribuer donc un potentiel de 100 points. Ça donnait un certain nombre de points. Sur ces points, on les a appliqués tout bêtement sous forme de pourcentage au plafond de chaque poste dans chaque catégorie. Ce qui fonctionne plutôt pas mal. On a obtenu un système qui est à peu près cohérent. On est à peu près content du système, sachant que préalablement à tout cela, les élus avaient décidé de revaloriser les plus bas salaires de la collectivité et une trentaine d'agents de la collectivité ont bénéficié d'une augmentation d'à peu près 1,5 points d'IAT avec une attribution minimum de 2 points par agent et plafonnée à 4. Donc, c'est un petit peu hypocrite, si j'ose dire. On n'a pas attribué de budget supplémentaire au RIFSEP. En revanche, l'augmentation préalable pour essayer d'harmoniser un petit peu les choses avait été faite sur l'ancien régime indemnitaire. Voilà, ça c'était le deuxième acte. Et le troisième acte a consisté à mettre en place le CIA, pour lequel finalement on a repris nos premiers groupes de travail qui avaient considéré un certain nombre de critères sur la manière de servir. Et on a fixé pour l'attribution du CIA 2 axes. Le premier axe repose sur les résultats obtenus par l'agent par rapport aux objectifs qui lui sont fixés en début d'année, et je rejoins votre nécessité de séquencer les choses pour pouvoir faire une évaluation objective. Et le second point portait sur les critères, on a toujours repris les critères du décret, efficacité dans l'emploi, compétences professionnelles et techniques, qualité relationnelle, et puis pour ceux qui sont dans cette situation-là, la capacité d'encadrement. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les critères, ce serait fastidieux, mais par exemple, pour l'efficacité dans l'emploi, ce qu'on considère, c'est le respect des directives, la rigueur, la fiabilité et la qualité du travail, le respect des délais et des échéances, la capacité à organiser et planifier, l'implication dans le travail, la disponibilité, l'assiduité, etc. C'est tous ces critères-là qui sont pris en compte. Pour les mettre en œuvre, on a refondu complètement notre support annuel d'entretien, parce qu'on avait, nous, avant, un système de cases où on mettait des croix et c'était assez fastidieux, ça générait peu l'échange entre le chef de service et l'agent. Et on a donc généré un système qui est fondé sur la confrontation d'une auto-évaluation qui est faite par l'agent et celle qui est faite par le chef de service, qui se traduit par des smileys. Et on peut donc comparer si l'agent estime qu'il est plutôt conforme aux attentes et le chef de service estime qu'il est en partie conforme aux attentes, bien, ça suscite immédiatement une forme de dialogue parce que l'un explique, défend ses arguments, explique pourquoi il se considère dans un endroit et l'autre dans l'autre. Alors, quel retour des agents par rapport à ça et puis éventuellement des chefs de service, parce que c'est pas… Alors, de la part des agents,
On a pour l'instant relativement peu de retours parce que notre système d'évaluation entrera pleinement en vigueur que à l'évaluation de l'année 2018 qui est en train de s'écouler. En revanche, les agents sont satisfaits de l'effort de lisibilité qui a été entrepris, passer d'un système de régime indemnitaire où il n'y a pas de critères à un système où vous savez exactement, avant de postuler sur un poste en interne au sein de la collectivité, combien il est coté, c'est quand même un petit peu plus facile. Ça, c'est pour les agents. En revanche, au niveau de la direction, on s'est heurté à deux séries de difficultés. La première, c'est que ce système de calcul issu de la cotation au pourcentage est un petit peu inadapté pour les agents de catégorie A, qui forcément vont avoir une attribution de points supérieure à un agent qui est plus dans des fonctions d'exécution. Et donc, si on l'avait appliqué, on aurait abouti à une revalorisation des catégories A qui, dans le contexte, aurait été plus qu'indécente. Donc, on a descendu assez brutalement les catégories A de la collectivité, mais bon, après, tant pis, c'est pas un souci. Et notre autre difficulté, qui est vraiment une réalité dans de nombreuses collectivités, pour avoir discuté avec les collègues, notamment au sein de l'amicale, c'est qu'on rencontre beaucoup de chefs de service qui peinent encore à fixer des objectifs qui sont lisibles pour les agents. Alors, on insiste toujours en comité de direction sur la définition d'objectifs dits SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Cette année, on a encore vu chez nous des objectifs du style « doit prendre confiance en soi ». Autant vous dire que le pauvre agent, à le bout de la chaîne, il a un petit peu de mal. C'est important d'entendre ça parce que la petite enquête qu'on a fait tout à l'heure nous montre réponse 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% des collectivités qui n'ont pas mis en place le RIFSEP, parmi les personnes qui nous écoutent. Donc, ça leur permet d'anticiper les questionnements. Alors, je vous rejoins tout à l'heure, vous parliez d'anticipation. Nous allons être, compte tenu de ces difficultés, encore plus obligés d'anticiper et notamment d'aider les chefs de service à préparer la détermination des objectifs. Et c'est la raison pour laquelle on a prévu dès le mois de juin, cette année de 2018, de revenir nos chefs de service pour déterminer les objectifs de service et les objectifs individuels à fixer au cours des entretiens de novembre-décembre 2018. Là, on rentre dans un travail véritablement de formation. Oh oui, c'est indispensable. L'un des premiers enseignements qu'on a pu également tirer de cette réforme porte sur la difficulté de coter une fiche de poste. Ça paraît basique, hein, vous prenez au hasard tous vos agents du service espace vert de la collectivité et vous dites, en fonction des critères que je vous ai décrits tout à l'heure, le poste votant. On a le parfait contre-exemple au sein de notre collectivité. On a 3 agents au niveau du service espace vert spécifiquement, qui sont 3 agents qui ont une approche radicalement différente de leurs fonctions. Le premier a presque pris le leadership de son service. Le deuxième est un agent proche de la retraite qui a une forte expérience, mais qui attend la retraite, il faut dire les choses comme elles sont. Et le troisième est beaucoup plus jeune et lui est un petit peu en retrait en termes d'implication. Alors vous allez me dire tout ça, ça dépend du CIA, mais la réalité du terrain, c'est quand on est arrivé devant les chefs de service pour leur proposer de coter ce poste espace vert, autant vous dire qu'ils n'étaient absolument pas d'accord pour accorder la même cotation à cette fiche de poste, compte tenu de la différence remarquable d'exécution entre ces 3 agents. Donc ça, c'est très compliqué. On leur a expliqué bien évidemment que c'était le CIA qui allait corriger, mais c'est vrai que le CIA, et je le comprends, dans un souci de nécessaire sécurisation des rémunérations des agents, a un impact relativement faible sur la fiche de paye, mais c'était insuffisant aux yeux des chefs de service pour différencier la valorisation entre les agents. Et dans notre cadre, la valorisation de la performance collective, en l'état actuel des choses, elle est impossible parce que les critères ne l'envisagent pas. Donc, ça va nous conduire à refondre une nouvelle fois nos critères si on se retrouve confronté à une nouvelle réforme. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir le temps d'expérimenter un peu avant le prochain train. Dans les critères et les modes de distribution du RIFSEP, est-ce que vous avez évoqué le fait qu'un agent en arrêt maladie, longue maladie ou longue durée, est-ce qu'il peut être versé le RIFSEP à 100%? Alors, c'est le choix que nous avons fait.
on a figé le système qui existait antérieurement dans la collectivité, c'est-à-dire que le régime indemnitaire suit le traitement de base. On n'a pas souhaité améliorer les choses par rapport à ce qui existait antérieurement, mais ça a été une vraie question qui nous a occupé pendant plusieurs séances de groupe de travail. Suite à ce que je vous disais, les agents qui ont un taux de présentéisme important se plaignaient qu'ils récupéraient quand même la part de travail d'agents qui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, parce qu'on a ce débat-là, hein, il faut quand même être honnête, pouvaient être absents. On s'est rendu compte que ça alourdirait considérablement le travail du service RH, soit de mettre une prime, soit de mettre un malus au présentéisme ou à l'absentéisme. Et c'est quelque chose qu'on a finalement abandonné en se disant que le risque qu'on courait, c'était justement de tomber dans le jugement du bon ou mauvais arrêt de travail et qu'on n'est pas médecin et qu'il ne nous appartient pas de juger de la pertinence, même si exemples croustillants en la matière, de savoir si un agent avait lieu d'être ou non en arrêt maladie. Donc tant pis, c'est un aspect des choses sur lequel nous ne travaillerons pas pour cette fois-ci. Une autre question, est-ce que, là je la pose à vous deux, le fait de rémunérer l'agent à la performance, est-ce qu'on ne risque pas d'une certaine manière d'inciter à allouer un effort à des tâches plus mesurables que d'autres? Alors, c'est un petit peu à la qualité même du service public. C'est un petit peu la difficulté. Si vous voulez donner aux agents un minimum de sécurité intellectuelle pour faire leur travail dans de bonnes conditions et ne pas leur donner l'impression qu'ils vont être évalués à la tête du client, vous êtes obligé de tomber sur des critères qui sont tout à fait clairs, nets et précis. Et le risque, outre le fait de tomber dans des choses qui sont un petit peu imperceptibles, c'est que le fait politique est aussi une interférence sur cette évaluation qui puisse venir risquer de fausser lieu. Oui, je partage tout à fait cette analyse. C'est vrai qu'on a souligné souvent à propos des policiers le fait que à partir du moment où on a valorisé le nombre de contraventions qu'ils mettent, ils ne font que ça. Mais en même temps, effectivement, là aussi, c'est un problème de commande politique. Quelle priorité, et souvent d'ailleurs c'est là que le bas blesse, quelle priorité le politique donne à telle ou telle mission, à tel ou tel service, et tout doit en découler. Je veux dire, c'est là où on voit que tout ce débat fait apparaître que la GRH n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème de choix stratégique et donc politique. Ce qui pose d'ailleurs la place des DRH dans les collectivités où à certains moments ils ne sont que les chefs du personnel améliorés, alors qu'ils devraient être de véritables DRH. Par rapport à la question sur la performance collective, beaucoup disent qu'il est vraiment difficile difficile à valoriser, quoi, parce que c'est difficile à évaluer la performance collective. Est-ce que vous avez ce sentiment-là après le travail que vous avez fait? Oui. Je prends un exemple, hein, restons les mains dans le cambouis. On est en train à l'heure actuelle dans la collectivité de réorganiser le service guichet unique qui est composé de 4 agents. On a sur ces 4 agents, 3 agents qui sont extrêmement impliqués dans leurs fonctions et qui donnent vraiment une excellente image du service avec un degré de satisfaction important du public, et un 4e agent qui, pour des raisons personnelles, à l'heure actuelle, est un petit peu en retrait. Quelle réponse, nous, en tant que responsables, on apporte? Soit on rémunère un service qui effectivement a une valeur ajoutée collectivement importante, mais est-ce qu'on le fait au même niveau ou est-ce qu'on dissocie à l'intérieur de cette performance collective la performance individuelle, au risque d'être un petit peu injuste, parce que finalement, on va valoriser 4 personnes qui ne se seront pas investies à la même hauteur. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement difficile. C'est là où les compléments de rémunération peuvent être des moyens d'ajustement. Des variables d'ajustement. Des variables d'ajustement intéressants et stratégiques. Il y a une question qui vous concerne, je profite des questions des internautes qui vous concernent le plus, Jean-Robert, qui est sur la quantité de la sortie des décrets d'application du RIFSEP pour les ingénieurs et les techniciens. Ah oui, ben ils sont. Ça, c'est une question vraiment très précise, oui, très intéressée. On se demande quel est le métier de celui qui l'a posé. Ou alors c'est un DRH. Non, ben, j'ai souvent cette question. Hein. Je pense que le cheminement des textes est très long, mais ils sont en voie de publication. Ça, c'est d'ailleurs un élément du débat.
le fait que selon les filières et les cadres d'emploi, les textes ne paraissent pas au même rythme, ça a des conséquences assez importantes à l'intérieur des collectivités parce que ça crée des inégalités ou des attentes, etc. Enfin, c'est un sujet évidemment éminemment administratif au plan national, mais qui a des conséquences managériales très précises. Vous pouvez pas... Je ne peux pas donner de date parce qu'en fait, c'est tout dans le système du contre-seing, de la signature, et là, j'allais dire, peu de gens savent quel est le parcours d'un parapheur qui est signé à un moment donné par le Premier ministre. Alors, j'ai une autre question que je ne comprends pas totalement, mais peut-être que c'est une mauvaise question, vous allez donner une bonne réponse. Je vous la lis telle qu'elle. Vous suivez donc le traitement, le RIF7, pour être clair, passe à 50% si demi-traitement. Est-ce que le RIF7 passe à 50%? Alors, j'imagine que la personne évoque les cas de longue maladie. Peut-être. Est-ce légal de verser l'intégralité du RIF7 et donc de ne pas suivre le traitement en maladie ou longue maladie? Absolument. Alors, c'est légal sur les longues maladies. En revanche, ce n'est pas fait sur des maladies ordinaires. Oui, c'est ça. D'accord. On vous laisse terminer votre... Eh bien, écoutez, moi, je voulais terminer sur un exemple qui illustre un petit peu ce que je vous disais sur nos inquiétudes par rapport aux faits politiques. J'ai trouvé sur votre site l'expérience d'une collectivité qui s'appelle Romans-sur-Isère, qui est une collectivité de 34 000 habitants, qui a mis en place, tout à fait dans le cadre des objectifs Action publique 2022, une prime d'assiduité qui est fondée sur la base d'un questionnaire réalisé par un cabinet d'études extérieures auprès d'un panel de population d'environ 800 personnes. Alors, dans cette commune, d'après ce que j'ai compris, si plus de 50% du panel de personnes sont satisfaites, on a une distribution d'une prime d'intéressement, qui est une prime qui fait 130 000 € à répartir entre 600 agents. Et de 80 à 90%, les agents bénéficient de 90% de l'enveloppe. Et si c'est inférieur à 50%, l'enveloppe n'est pas distribuée. J'ai compris que la collectivité avait dégagé cette manne financière pour permettre l'attribution de cette prime grâce à une réduction de l'absentéisme significative. Moi, la question vraiment que je pose, c'est le fait d'interroger la population, ce qui est une bonne chose, on doit évaluer la mise en œuvre de nos politiques et de la satisfaction de nos agents, mais lier ça avec la rémunération en direct de nos agents, moi j'ai vraiment peur qu'à un moment, le cabinet extérieur examine des réponses qui sont plus faites par rapport à la satisfaction de l'équipe politique en place plutôt qu'au service réel de la collectivité. Ça m'a vraiment posé question, cet exemple que j'ai trouvé. On risque de rentrer plus dans la durée du mandat que dans le service public à long terme et son amélioration. C'est très intéressante, absolument. Mais bon, avec des garde-fous. Ça ouvre sur un prochain débat qu'on va pouvoir. Avant de conclure, on a deux autres questions que je voudrais vous soumettre. La première, est-ce qu'on ne peut pas dire que le RIF7 a déjà été détourné de son sens premier en valorisant davantage la part CIA à travers la manière de servir et l'engagement professionnel lié à l'humain et par définition subjectif au détriment de la nature des fonctions? Ah non, parce que les plafonds de l'IFCE, ils sont pour un agent de catégorie C à 10 800 € et le plafond du CIA, il est à 1 200 €. Donc, il y a vraiment une forte disparité dans la répartition entre les deux. Oui, non, j'ai la même analyse. Le RIF7 peut être revalorisé tous les 4 ans, voire avant si la collectivité le souhaite, et à chaque avancement de grade. L'agent est laissé, car les primes suivaient le point avant. L'agent est délaissé, je pense, car les primes suivaient le point avant. Vous ne comprenez pas la question? Moi, je vais juste rebondir là-dessus. Au moins sur la thématique. Un avancement de grade n'a pas nécessairement d'influence directe sur le poste occupé par l'agent. Donc, la cotation du poste proprement dite doit se faire indépendamment du grade de l'agent. Donc, d'un point de vue théorique, l'agent ne doit pas être lésé. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je reviens peut-être sur le fait que ça peut être éventuellement revu tous les 4 ans. Tous les 4 ans, je trouve que c'est une très bonne mesure parce que justement, ça oblige éventuellement
l'exécutif, le conseil municipal, à se pencher sur ce sujet. Et ça fait du régime indemnitaire un sujet de politique et donc, à travers lui, la GRH un sujet de politique de la collectivité. Si ça a cet effet, c'est très bon. Si c'est pour détailler sur des petits critères marginaux, non, mais c'est une manière de réfléchir sur l'articulation entre la politique GRH et les choix politiques de la collectivité. On va prendre une toute dernière question qui est une question plus technique et un peu moins RH. Au moment de la mise en place du RIFSEP, comment s'est organisé et formalisé le contrôle effectué par le comptable public? Alors, à peu près inexistant, je viens de découvrir qu'un an et demi après, mon comptable n'avait pas compris que le RIFSEP était mis en place, donc là, je m'abstiens. Il y a eu, alors, la question est très très bonne, oui, parce qu'elle vous allez avoir une bonne réponse aussi. Elle montre ce que dit Madame Gillot, c'est-à-dire que la réaction des comptables a été très très variée. Il y a des comptables très exigeants qui ont demandé à la collectivité de le mettre en œuvre directement, ou sinon ils refusaient de payer selon les anciens critères du régime indemnitaire. D'autres ont été plus comment dirais-je, plus cool, c'est l'expression, et donc effectivement, ça a souvent posé des problèmes parce que les collectivités et leurs comptables, au fond, fonctionnaient à un rythme différent. Bien, malheureusement, nous allons arriver à la fin du temps dont nous disposions. Pour tous ceux qui n'auraient pas pu noter tout ce qui a pu être dit, vous retrouverez tout d'abord la vidéo qui sera en ligne, et puis donc un petit ouvrage livre blanc dans lequel vous aurez les éléments de nos intervenants à disposition. Et puis par ailleurs, sachez que VK continue à vous accompagner par le biais de son service Ligne Expert, qui vous permet de poser des questions de cet ordre-là et d'autres ordres, les questions d'ordre réglementaire et d'obtenir une réponse immédiate. Je voulais remercier d'abord Eden Red et VK de nous avoir permis d'avoir cet échange, et puis nos deux intervenants pour leur disponibilité, la qualité de leurs propos. Que quand je dis disponibilité, c'est que dans une journée comme aujourd'hui, je sais qu'elle n'était pas simple. Donc merci à vous deux. Merci à vous.